Un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls les noms des personnes et des lieux ont été changés. Jacques Régnier marchait d'un bon pas. Il respirait avec délice l'air du petit matin et guettait les premiers frémissements de la forêt qui s'éveillait. Il regrettait presque, avec son fusil en bandoulière et tout son attirail de chasseur, d'être venu pour tuer des chevreuils, alors qu'il eût été si bon de flâner sans but et de laisser vagabonder ses pensées. Oh oui, oublier les soucis de l'étude et ceux de la maison, où Caroline était de plus en plus absente et indifférente. Jacques Régnier avait pris la succession de son père, maître Paul Régnier, le notaire de Blaisonville, et ces dernières années, il avait travaillé d'arrache-pied pour se montrer à la hauteur de la tâche, pour être digne de son père. Il était loin le temps où, étudiant en droit, il vivait dans une petite chambre de bonne au centre de Strasbourg. C'est pourtant à cette époque de vache maigre qu'il avait rencontré et séduit Caroline. Oui, tout cela lui semblait maintenant à des années-lumière. Caroline avait tellement changé. Elle était plus préoccupée par ses toilettes, par ses soirées chez la sous-préfète que par lui, son mari, qu'elle négligeait de plus en plus. Elle avait toujours été coquette, mais depuis quelque temps, Jacques avait remarqué que sa femme semblait s'intéresser de très près au premier clerc, Antoine Moulineau, et que celui-ci, brave garçon au demeurant, était complètement perturbé par les avances de Caroline. Il balbutiait, rougissait dès qu'elle apparaissait, et semblait en proie aux affres de la passion. Jacques Régnier se demandait si Antoine Moulineau était l'amant de sa femme. « Je suis peut-être le seul à ne rien savoir », se disait-il. Il s'en voulut d'avoir pensé à tout cela, gâchant ainsi une belle matinée de chasse. Soudain, un coup de feu déchira le silence. Les autres chasseurs ne devaient pas être bien loin. Il y avait le maire, le médecin et aussi Antoine Moulineau qui, peu à peu, grâce à Caroline d'ailleurs, réussissait à entrer dans le cercle fermé des notables. Jacques Régnier marchait toujours. Le soleil perçait timidement l'obscurité et le petit monde de la forêt commençait à se faire entendre. Il y avait par terre une profusion de champignons sous les feuilles et une forte odeur d'humus se répandait dans l'air. Il n'avait pas vu un seul chevreuil depuis ce matin, mais il n'était pas déçu. Le plaisir de se trouver en pleine nature lui suffisait, et dans cette solitude où il se trouvait, il éprouvait un merveilleux sentiment de liberté. Rarement, dans son existence de notaire de province, il avait ressenti une sensation aussi grisante. Un oiseau se mit à pépier tout en haut d'un arbre dont le soleil ne parvenait pas encore à percer la ramure, et Jacques vit l'oiseau. C'était un magnifique rouge-gorge. C'est à cet instant précis que la balle atteignit Jacques Régnier de plein fouet. Les gendarmes qui avaient organisé une battue, après que ses compagnons eurent signalé sa disparition, retrouvèrent son corps dans l'après-midi. Quand j'arrive sur les lieux en compagnie du chef Beauvais, technicien des investigations criminelles, et des gendarmes Larue et Noblet, le corps du notaire est déjà froid. Il est allongé sur le flanc légèrement de biais par rapport au sentier. Les traits de son visage sont paisibles et détendus. On croirait qu'il dort. Une carabine de chasse Mauser de calibre 7 mm 5 se trouve à portée de sa main droite. Elle est aux grandes sûretés. Beauvais prend des photos et le médecin légiste qui vient d'arriver examine le corps. La balle l'a traversé de part en part au niveau de l'estomac.
L'heure de la mort ne peut pour l'instant être déterminée avec précision, et il faudra attendre l'autopsie. Le relevé de l'état des lieux exécuté par Beauvais situe l'emplacement du cadavre de Jacques Régnier à 192 mètres du chemin carrossable et à 70 mètres de la clairière. L'ambulance emporte le corps du notaire au centre hospitalier régional. L'enquête commence. Ils étaient 4. 4 notables qui étaient partis aux aurores, vers 4 heures du matin, pour une partie de chasse en ce jour d'ouverture. Il y avait Jacques Régnier, le notaire, Antoine Moulineau, son premier clerc, Pierre Dailly, le maire, et Luc Simon, le médecin. Ce qui m'intriguait dans cette affaire, c'est que je n'arrivais pas à croire à l'hypothèse d'un accident de chasse. Car si tel avait été le cas, pourquoi l'auteur du coup de feu ne serait-il pas fait connaître? Et puis, on n'avait pas retrouvé la balle qui avait tué le notaire, puisqu'elle avait traversé le corps au niveau de l'estomac pour aller se perdre, Dieu sait où. Je devais tout d'abord interroger les 3 chasseurs, derniers compagnons de Jacques Régnier. À tout seigneur, tout honneur, je commençais par rendre visite au maire, Pierre Dailly. Navré de vous déranger, monsieur le maire, mais je suis dans l'obligation d'entendre votre témoignage dans l'affaire Régnier. Je suis bouleversé, mon commandant. Régnier était un ami, un homme de grande valeur, d'une grande intelligence et en même temps d'une extrême simplicité. Je suis triste pour cette pauvre Caroline, sa femme, qui, du jour au lendemain, se retrouve seule. Monsieur le maire, pouvez-vous me dire quand vous avez vu Jacques Régnier pour la dernière fois? Eh bien, c'était ce matin. Nous avions décidé de partir très tôt pour chasser le chevreuil. Nous avions rendez-vous à 4 heures chez Luc Simon, qui, avec sa méhari, nous a emmenés en forêt là. Nous avons formé 2 groupes. Jacques Régnier et Luc Simon allant vers le nord, Moulineau et moi vers le sud. Au bout d'un quart d'heure de marche, j'ai proposé à Moulineau d'entrer dans le bois tandis que je restais en lisière. Environ 1 heure plus tard, alors que je venais de tuer un chevreuil, mon premier chevreuil de l'année, j'ai vu venir vers moi Luc Simon qui m'a aidé à porter le brocard dans la méhari. Peu de temps après, Antoine Moulineau nous a rejoints et nous avons attendu Jacques. C'est vers 10 heures que nous sommes rentrés au village et que nous avons alerté la gendarmerie. Combien de coups de feu avez-vous tiré, monsieur le maire? 2. Et vos compagnons? Aucun. Mais sans doute vous le diront-ils eux-mêmes. J'ajouterai que j'ai entendu plusieurs coups de feu dans la matinée, mais c'était l'ouverture de la chasse, n'est-ce pas? Et nous n'étions pas allés seuls à traquer le gibier. Monsieur le maire, à votre connaissance, Jacques Régnier avait-il des ennemis? Non, je ne le crois pas, commandant. Vraiment pas. Je vous remercie, monsieur le maire, pardonnez-moi, mais je suis dans l'obligation de saisir votre arme. Vous voudrez bien la remettre aux gendarmes Larue. Mais, bien sûr, commandant. Il était 16 heures. Je décidai de passer au cabinet du médecin. Luc Simon était un homme jeune, ouvert, sympathique. Je lui demandai de me parler de la victime. Jacques Régnier était son ami, et sa mort brutale le laissait sans voix. Docteur, vous avez été le dernier à voir Maître Régnier vivant. Vous étiez partis ensemble vers le nord, et puis vous vous êtes séparés. Où êtes-vous allés? Jacques est resté près de la lisière du bois. Je me suis enfoncé dans la forêt, tant et si bien qu'une heure plus tard, j'ai retrouvé le maire, Pierre Dailly, et je l'ai aidé à transporter un chevreuil qu'il venait de tuer. Docteur, vous étiez un ami intime de Jacques Régnier. Oui, mon commandant. Avait-il des ennemis? Oh non, je ne crois pas, mon commandant. Combien avez-vous tiré de coups de feu ce matin, docteur? J'ai tiré un coup de feu, mais je n'ai pas tué de gibier. J'ai demandé au médecin de me remettre son fusil et, tout comme le maire, Pierre Dailly, il s'exécuta volontiers. De retour à la gendarmerie, quelqu'un m'attendait. La vieille bonne du notaire qui avait élevé Jacques Régnier me réclamait à corps et à cris. Elle avait des révélations à faire.
Je la fis entrer dans mon bureau et la laissai donner libre cours à sa douleur et à sa révolte. Et ils ont tué mon Jackie, je le savais. Je savais que tout ça finirait mal. Il était trop bon, trop généreux. Mon Dieu, ils me l'ont tué. Non, mais calmez-vous, madame, calmez-vous. Si j'ai bien compris, vous travaillez chez Maître Régnier. Oui, j'étais sa nounou, monsieur. Je m'appelle Armande Graff, mais pour tout le monde ici, je suis Amma. Je l'ai vu naître et je me suis toujours occupée de lui. C'était un garçon merveilleux, simple, affectueux. Et vous soupçonnez quelqu'un d'avoir voulu le tuer, madame? Je suis sûre qu'on l'a assassiné, monsieur. Et je sais pourquoi. Personne ne vous le dira parce que dans le grand monde, ils se soutiennent entre eux. Ils ont peur du scandale. Mais moi, j'ai vu les choses. Je vivais chez les Régnier. Et j'en ai vu, mon Dieu, oui. Qu'avez-vous vu, madame Graff? J'ai vu ce que mon pauvre Jackie ne savait pas. Que sa femme, Caroline, elle le trompait avec l'un, avec l'autre, et depuis quelque temps, avec cet hypocrite de Moulineau, le premier clerc. Avec les autres, ça ne durait pas. Jamais bien longtemps, n'est-ce pas? Mais avec Moulineau, c'est la passion. Ça se voit à l'œil nu. C'en est indécent. Il vient jusque dans la maison pour la tripoter dans les coins. Et pas plus tard qu'hier, alors qu'il ne me voyait pas, je l'ai entendu dire, lui, Moulineau, qu'il avait des envies de meurtre en regardant vers le bureau de mon Jacques. Je suis sûre que c'est lui qui l'a tué. Et il était à la chasse. Ça lui fait une belle occasion. Une balle perdue, c'est vite fait, n'est-ce pas? Je vous remercie de votre témoignage, madame Graff. Je vous promets de retrouver le coupable. Et je raccompagnai la pauvre vieille femme jusqu'à la porte. Ainsi donc, Moulineau, le premier clerc, était l'amant de Caroline Régnier, la femme de la victime. À qui allait profiter le crime? À Caroline, bien sûr. Elle se retrouvait veuve, sans enfant, unique héritière de son mari et, désormais libre, de vivre ses passions avec Antoine Moulineau. C'est justement Antoine Moulineau que j'attendais à 18h dans mon bureau. Il était exact au rendez-vous et avant même que je l'invite à s'asseoir, il me regarda droit dans les yeux et entra dans le vif du sujet. Il était hors de lui. « Mon commandant, je viens de rencontrer cette vieille folle d'Amma, la gouvernante des Régnier. Je sais qu'elle est venue me dénoncer. Croyez ce que vous voulez, mon commandant, mais je n'ai pas tué Jacques Régnier. Je suis l'amant de Caroline, c'est vrai, mais jamais je n'aurais assassiné son mari. D'ailleurs, j'ai remis mon fusil à vos gendarmes. Ils verront bien que je n'ai pas tiré une seule balle de la matinée. » Monsieur Moulineau, je ne vous ai convoqué que pour vous poser quelques questions relatives à cette partie de chasse à laquelle vous avez participé. Je répondrai à vos questions, mon commandant, mais avant tout, il faut que vous soyez au courant de ma situation. Je suis issu d'une famille modeste et cela ne plaît pas aux gens de mon milieu de voir que je côtoie les notables de la ville, que je dîne à leur table, bref, que je me crois être des leurs. Quant aux notables, ils me font bien sentir que je ne suis qu'un clerc de notaire, trop ambitieux, introduit dans leur cercle par la grâce de Caroline Régnier. Alors je sais qu'aujourd'hui, personne ne me fera de cadeau et que je représente un parfait coupable. Mais je jure sur ma vie que je n'ai pas tué Jacques Régnier, même par accident. Antoine Moulineau paraissait sincère. Il y avait chez cet homme une sainte colère qui m'était plutôt sympathique. Je lui demandai de me raconter en détail sa partie de chasse et de me décrire l'itinéraire qu'il avait suivi dans la forêt. Comme ses deux autres compagnons, Antoine Moulineau semblait avoir chassé très loin de Jacques Régnier. Et lui aussi insistait sur le fait qu'il avait entendu quelques coups de feu tirés par des individus qui pouvaient être soupçonnés au même titre que lui. Et un autre détail qui a son importance, mon commandant. Je ne sais pas si vous avez déterminé l'heure de la mort de ce pauvre Jacques Régnier, mais je peux vous dire qu'entre 4 heures du matin, heure à laquelle nous sommes partis en forêt, et 7 heures, on n'y voyait pas grand-chose. Il faisait très sombre, et il est bien possible que, dans ces conditions, un chasseur ait cru voir un gibier et ait tiré sur le notaire. En ce qui me concerne, si j'avais commis une telle erreur, je vous jure que je me serais dénoncé. Mais quoi qu'en dise la vieille Amma, je n'ai pas tué Maître Régnier. Je vous remercie, monsieur Moulineau.
Voilà. J'avais rencontré les 3 suspects et je n'étais pas plus avancé. Qui avait tiré sur le notaire? Et pourquoi? Vous le saurez dans quelques instants. Le jour de l'ouverture de la chasse, le notaire Jacques Régnier est tué. Il était accompagné de 3 chasseurs. Son premier clerc, le médecin et le maire. Chacun prétend avoir chassé loin de la victime. Cependant, la gouvernante des Régnier, qui a élevé le jeune notaire, se présente à la gendarmerie pour dénoncer Antoine Moulineau, le premier clerc, qui est l'amant de Caroline, la femme de la victime. D'après la vieille nounou, Moulineau avait de fort bonnes raisons de tuer Jacques Régnier. Le rapport d'autopsie venait d'arriver sur mon bureau. La balle avait traversé le corps de la victime sans rencontrer d'obstacle osseux sur un trajet presque horizontal. La mensuration des orifices d'entrée, 7 mm, et de sortie, 8 mm, correspondrait en principe à une munition d'un calibre de 7 mm 5. Il ne me restait plus qu'à comparer les fusils des 3 suspects. Je demandai au chef Beauvais, technicien des investigations criminelles, de m'apporter les 3 armes saisies. Celle du maire, Pierre Dailly, était un fusil de calibre 16 mm. Celle du docteur Simon était une carabine Mauser à lunettes, calibre 6 mm 5. Et celle du premier clerc, Antoine Moulineau, était une carabine Mauser, calibre 7 mm 5. Pour la 2e fois de la journée, Antoine Moulineau apparaissait comme le suspect numéro 1. Il était le seul, en effet, à posséder une arme de 7 mm 5 de calibre. Pourtant, il prétendait avoir chassé dans une direction opposée et à plusieurs kilomètres de distance du lieu de l'accident. Et comme il l'avait fait remarquer, il était possible que le coupable fût un chasseur anonyme qui aurait pris la fuite après son coup de feu mortel. Je ne pouvais décemment pas accuser Antoine Moulineau d'après un détail aussi minime. Il n'était peut-être pas le seul chasseur ce jour-là à se servir d'une arme de calibre 7 mm 5. Je devais donc découvrir un autre indice. Si seulement on pouvait retrouver la balle meurtrière, il serait facile d'identifier l'auteur de l'accident ou du meurtre. Mais la balle est restée fichée en terre, en pleine forêt, à un endroit où la végétation est très dense. Et tenter de la retrouver au milieu des forêts et des fougères, des feuilles mortes et des branchages est une gageure. Mais c'est ma seule chance d'avoir une vraie preuve. Je suis décidé à employer les grands moyens. Aussi, je téléphone à l'officier du matériel du 53e régiment du génie stationné à Montmaur, qui met aussitôt à ma disposition pour le lendemain 2 sapeurs munis chacun d'un SCR 625. Le SCR 625 est tout simplement un détecteur de mines, appelé plus vulgairement poêle à frire, est capable de déceler la présence de petits morceaux de ferraille enfouis dans le sol à quelques centimètres de profondeur. Dès le lendemain matin, nous nous rendons à l'endroit où a été découvert le cadavre du notaire et, partant dos à dos, les 2 soldats promènent leur détecteur sur toute la largeur du sentier en avançant à pas lents, dans l'herbe haute, et en extirpant du sol toutes les masses métalliques que l'appareil leur signale. Boîte de conserve, couvercle, etc., etc. Le temps passe, et nous n'avons rien trouvé. Soudain, vers midi, le démineur opérant à la lisière Est lance un appel. Il a découvert une balle dans une souche peu profonde à 47 mètres de l'emplacement du corps du notaire. Un examen rapide nous renseigne. Il s'agit bien d'une munition de chasse de calibre 6 mm 5 qui a été tirée récemment car elle n'est ni rouillée ni souillée. Nous rentrons immédiatement à la gendarmerie pour, encore une fois, vérifier les armes des compagnons de Jacques Régnier. Cette fois, nous tenons le coupable. La preuve est formelle.
La balle que nous avons trouvée correspond au calibre du fusil et n'a pas été déformée. Elle s'adapte parfaitement aux rayures du canon, à son extrémité. Et le fusil qui a servi à tuer Jacques Régnier est celui du docteur Luc Simon. Nous en aurons encore la confirmation peu de temps après, avec les résultats de l'expertise confiée au laboratoire de la gendarmerie, qui comparera les similitudes existantes entre la balle trouvée par le détecteur et une balle tirée par le fusil du docteur Luc Simon. Très vite, celui-ci avoue qu'il est bien l'auteur du coup de feu mortel. Nous avons marché vers le nord, Régnier et moi, et il a voulu rester en lisière du bois, tandis que moi, j'entrais dans la forêt. Mais il faisait très sombre et la végétation enchevêtrée m'empêchait de marcher. Et aussi, je suis revenu en arrière pour trouver un chemin praticable et j'ai trouvé un sentier que j'ai suivi pendant environ 3/4 d'heure. Vers 5h30 du matin, en passant devant un blockhouse détruit, j'ai aperçu au loin une forme qui bougeait et j'ai sincèrement cru que c'était un chevreuil. J'ai épaulé et j'ai tiré. Et là, j'ai entendu un cri. Un cri humain. Alors la peur s'est emparée de moi. Une peur panique. Je n'ai pas voulu voir ce que j'avais fait. Je me suis enfui. J'ai couru jusqu'à ce que j'ai rejoint le maire, Pierre Dailly, et j'ai essayé de cacher mon émotion. Heureusement, il était tout à la joie d'avoir tué son premier chevreuil et il ne s'est aperçu de rien. Jacques Régnier était mon meilleur ami. Je ne pourrai jamais oublier que c'est moi qui l'ai tué. Voilà. C'était un accident. Mais grâce à la poêle à frire, nous avions découvert le coupable. Mais trop souvent, les chasseurs tirent sans avoir une bonne visibilité et sans avoir identifié le gibier. Leur insouciance est souvent fatale. Décidément, je n'aime pas la chasse. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation Julien Tarot. Production Estelle Lafont. Patrimoine sonore Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.